Nous recevons Éric Branca, journaliste, historien. Vous avez écrit L'Aigle et le Léopard. Merci d'être présent sur ce plateau. Cher Mathieu, pourquoi avoir invité Éric Branca? Parce qu'un livre d'Éric Branca est un événement intellectuel. Et il y a un an, nous le recevions sur ce plateau pour parler de son livre L'Ami américain. Et là, nous le recevons aujourd'hui pour parler du livre L'Aigle et le Léopard, un livre absolument, je dirais, subversif. Et on utilise rarement de ces termes pour parler de l'histoire, sur les relations entre l'Allemagne nazie et l'Angleterre, des relations de complicité relative. Éric Branca, bonsoir. Bonsoir. Alors, je lançais avec une question très particulière votre livre, donc c'est sur les liens de complicité, de sympathie entre globalement l'Allemagne nazie et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avec une question toute simple et brutale. On a l'habitude de présenter, lorsqu'on parle de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, la France aurait eu une forme de complicité avec le Troisième Reich, avec la collaboration, et les Britanniques qui auraient résisté admirablement. Mais quand on vous dit finalement, au-delà de la figure de Churchill qui est héroïque, la plus grande complicité idéologique, culturelle et presque symbolique était davantage entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne nazie que la France et l'Allemagne nazie. Est-ce que je résume bien votre propos? Ah, vous résumez parfaitement bien, c'est la conclusion du livre, donc on va recommencer par la fin. Allez-y. Mais de fait, la Vichy est le résultat direct de l'effondrement de la France, spectaculaire, en 3 semaines, 4 semaines, avec une classe politique qui s'engouffre dans la brèche, une classe politique qui était exclue de la République, qui avait des comptes à régler et qui profite de la défaite pour prendre le pouvoir. Alors qu'en Angleterre, les choses se préparaient depuis extrêmement longtemps. Une complicité, comme vous l'avez dit. On est un peu victime chez nous d'une espèce de fatalisme rétrospectif. C'est-à-dire qu'on juge la collaboration à l'aune de la défaite française. Et on ne voit pas tout ce qui, en Grande-Bretagne, préparait une complicité très proche entre non seulement les élites, mais également une partie de la classe politique de gauche, une partie des syndicats, une partie des intellectuels, etc. Et de ce qui camoufle cette complicité ancienne, qui remonte même avant Hitler, qui remonte aux années 20, à l'époque du traité de Versailles, c'est la résistance, vous l'avez dit, héroïque des Britanniques en 1940 qui camoufle tout ça et qui fait qu'effectivement, ils ont été formidables, c'est incontestable, et que grâce à Churchill, les choses n'ont pas basculé. Mais ce que j'explique longuement, c'est que ça a été vraiment à 2 doigts et que entre mai et juin 40, il y a eu des moments où Churchill aurait pu être parfaitement renversé. Une paix séparée était conclue entre Hitler et les Anglais, et là, je vous laisse imaginer la suite. Alors, les raisons de cette complicité sont nombreuses. On va en explorer quelques-unes. Vous évoquez notamment le rapport à la France, la tentation racialiste des Britanniques. On pourrait multiplier les raisons, mais allons-y d'abord avec le rapport à la France. Finalement, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le souci des Britanniques, c'est d'une certaine manière, si je vous comprends bien, de s'assurer que la France ne profite pas exagérément de sa victoire pour s'assurer elle-même son hégémonie, sa domination, pour éviter finalement que la France ne soit première à sa place. Absolument, c'est un vieux système de pouvoir britannique, qu'on appelle le balance of power, qui fait qu'il faut toujours aider le plus faible contre le plus fort, c'est-à-dire que celui qui peut restructurer le continent. Or, qui peut restructurer le continent européen en 1918? C'est la France qui a gagné sur les champs de bataille. Et dès 1918-19, dès la conclusion du traité de Versailles, alors il ne faut pas l'oublier que les Américains refusent de ratifier le traité de Versailles, les Anglais refusent, eux, de garantir le principal gage de paix que nous avons conquis avec le traité de Versailles, c'est la rive gauche du Rhin. Et donc la France se retrouve seule face à une Allemagne qui, non seulement ne va pas payer ses réparations, mais va être poussée par les Britanniques à ne pas les payer, parce que les Anglais, et notamment la Banque d'Angleterre, qui a un rôle essentiel à ce moment-là, je parle beaucoup d'ailleurs des liens entre le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui s'appelait Montagu Norman, et le futur ministre de l'économie du Reich d'Hitler, qui s'appelait Hjalmar Schacht. Les Britanniques préfèrent une Allemagne qui devient un bon client, qui achète des produits britanniques, qui intègre les 2 capitalismes qui s'intègrent l'un l'autre, plutôt qu'une Allemagne dont la capacité contributive consiste à payer les réparations aux Français. Diriez-vous, alors j'arriverai tout de suite à la question du racialisme, mais je me pose une question, vous lisant, diriez-vous qu'au lendemain de la guerre, les Britanniques et les Américains trahissent la France? Oui, on peut le dire. C'est pas un terme exagéré? On peut le dire. Lloyd George, la veille de la signature du traité de Versailles, explique à Clémenceau qu'on va pressurer l'Allemagne jusqu'à ce que les pépins craquent.
Et puis 3 jours après, il dit ben non, on va pas garantir la rive gauche du Rhin et vous allez très très loin dans ce que vous demandez aux Allemands. Or, les destructions de la France étaient tout de même considérables. Et quand Wilson, le président Wilson, vient en France pour le traité de Versailles, il refuse même d'aller visiter les champs de bataille de l'Est et du Nord de la France. Et personne ne va les visiter. Alors que les Français voudraient quand même montrer l'ampleur des destructions, les 2 millions de morts. Alors, on parle des raisons, on pourrait dire géopolitiques, le rapport à la France chez les Britanniques et chez les Américains, mais vous nous parlez d'une raison plus profonde, peut-être à tout le moins plus psychologique ou idéologique. C'est une forme de racialisme partagé entre les Allemands, et donc pas seulement Hitler, mais les Allemands peut-être, mais ça culmine avec Hitler, et les Britanniques, qui ont peut-être aussi la même psychologie racialiste et qui les deux se défient de la France, qui a un réflexe universaliste. Pourriez-vous nous en dire plus? Bien sûr. D'abord, il faut savoir que l'un des principaux inspirateurs d'Hitler, il le considère d'ailleurs comme l'un de ses évangélistes, dit-il, un évangéliste qui vient après le Messie, et c'est Houston Chamberlain, qui n'a rien à voir avec le Premier ministre Chamberlain. Ils étaient vaguement cousins, mais ils ne se sont jamais rencontrés, et qui a écrit un livre absolument fondamental qui s'appelle « Les racines du 19e siècle » et qui était le livre de chevet d'Hitler. Ce Chamberlain s'était naturalisé allemand, a épousé la fille de Wagner et a parrainé Hitler pendant tous les débuts de son ascension dans les années 20. Il est mort en 1927. Hitler était à son enterrement. Et il a vraiment été un des grands inspirateurs idéologiques d'Hitler. Il y a une autre raison. Hitler était fasciné par les Britanniques, par la manière dont ils concevaient l'Empire et la manière dont ils dirigeaient les peuples, entre guillemets, sous-développés. Et Hitler, et c'est pour ça que les propositions qu'Hitler va faire aux Anglais vont très bien, vont avoir un écho considérable, c'est qu'il est le premier homme politique allemand qui ne leur conteste pas l'hégémonie sur les terres émergées d'Afrique et d'Asie. Hitler veut son empire en Europe. Il veut aller même jusqu'en Russie, il le dit dans Mein Kampf, il le dit aussi à des journalistes britanniques qu'il rencontre avant même sa prise du pouvoir. Il dit que l'espace vital doit s'étendre extrêmement loin à l'Est, donc il ne cache rien de ses intentions. Et en même temps, il dit, mais vous, Britanniques, vous avez vocation à dominer le reste des terres émergées. Il est évident que ça, c'est un langage qui est très doux aux oreilles des Anglais. Et c'est la première fois qu'un homme politique allemand leur dit ça, parce que Guillaume II ne voulait pas du tout ça. Guillaume II voulait les concurrencer en matière commerciale, en matière économique, et ça a été d'ailleurs une des causes de la guerre de 14. Et dans Mein Kampf, et dans un autre livre peu connu, qu'on appelle le second livre, qui n'a jamais été publié, et où Hitler, qu'il écrit en 1930, qui a été publié que bien après, il va même plus loin, puisqu'il dit que les Allemands ont une part de responsabilité dans la guerre de 14, parce qu'ils ont voulu contester aux Anglais cette capacité à dominer le reste du monde. Ça va très très loin. Alors les Anglais, évidemment, ils sont ravis d'entendre ça. Arthur de Vatrigan. Il y a un lien idéologique, un lien d'intérêt économique et géopolitique, mais il y a aussi un lien, ce que vous racontez, familial. Il y a un lien familial entre Hitler et l'Angleterre, par son demi-frère, et c'est vrai. Par son neveu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans votre livre, que je ne connaissais pas, Oui, Hitler avait un demi-frère qui s'était marié avec une Anglaise et qui a vécu à Liverpool très longtemps. Et on pense même, alors on n'en est pas sûr complètement, mais il y a de fortes présomptions suivant lesquelles Hitler aurait vécu 6 mois en Grande-Bretagne entre 1912 et 1913, puisque sa belle-sœur a écrit un livre racontant ce séjour en Angleterre. Il a failli être publié aux États-Unis en 1942 et il a été retrouvé dans un fonds de la CIA et par un journaliste britannique qui l'a publié dans les années 80. Il a eu assez peu de succès, mais en tout cas, un historien de la trempe de François Delplat considère que c'est plausible, à défaut d'être certain. Donc, cette fascination anglaise, elle était à la fois idéologique et familiale, c'est vrai. Alors, revenons sur la tentation, on pourrait dire nazie, ou à la sympathie pour le nazisme des élites britanniques. Vous avez dit, Hitler a fait une proposition de partage des terres et des eaux, finalement. Absolument. À aux Allemands, l'Empire continental, aux Anglais, l'Empire maritime. Exactement. Mais revenons sur la séquence particulière qui va du début de la guerre, ou à tout le moins un peu avant la guerre, jusqu'au moment où ça devient irréversible, le conflit est assumé.
Quel est le réflexe de ces élites britanniques qui disent on peut s'entendre avec les Allemands, on peut faire une paix séparée, on peut s'entendre avec lui? Quelle est leur psychologie, quelle est leur structure de pensée? Leur structure de pensée, elle est très simple. C'est, comme je l'ai dit, voilà le premier homme politique allemand qui ne veut pas nous concurrencer. Donc, on va lui céder tout ce qu'il demande. Et ce qu'on va lui céder, c'est évidemment au détriment de la France. Et à partir de 1933, les Anglais vont pousser les Français à faire des concessions année après année. Ça commence par la remilitarisation de la rive gauche du Rhin en 1936. Ça continue avec l'Autriche. Et puis surtout avec la Tchécoslovaquie, qui va aboutir à Munich, quand Hitler remilitarise, occupe les Sudètes, la zone nord de la Tchécoslovaquie. C'est directement contre les intérêts français. On en parle rarement, mais c'était un pouvoir économique très fort de la France en Tchécoslovaquie qui va tomber parce que nous étions, Schneider pour ne pas le nommer, était propriétaire des usines Skoda. Et quand Hitler envahit le nord de la Tchécoslovaquie, non seulement nous n'avons plus d'alliés, la France n'a plus d'alliés en Europe centrale, mais un potentiel économique formidable tombe entre ses mains et tout ça est négocié par les Anglais directement avec Hitler sans que la France ait son mot à dire. Alors se pose évidemment le problème des élites politiques françaises qui se laissent faire, qui suivent les Anglais comme plus tard dans les années 50, elles suivront les Américains. Il y a une espèce de tropisme anglo-saxon qui est évidemment coupable. Et Churchill est le seul homme politique, très isolé à l'époque, dans les années 30, à dire aux Français « Mais pourquoi est-ce que vous suivez le gouvernement anglais ? Cette politique est suicidaire. » Alors, on sait que Churchill voyait chez Hitler un démon, une figure diabolique. Mais on comprend, en vous lisant, qu'une partie de la classe politique britannique, au-delà des intérêts partagés, au-delà de l'aversion partagée ou géopolitique pour la France, ou une méfiance pour la France, il y a presque, à moins que je vous ai mal lu, il y a presque une forme de fascination pour Hitler chez les gens qui ne sont pas des nazis en tant que tels. Absolument. Qui ne sont pas des fascistes ou tout ça, mais qui ont une fascination. Comment expliquer cette fascination? Comment voyait-il Hitler? Mais je pense qu'il le voyait d'abord comme un rempart contre le communisme. Et ça, il n'y a pas que. Ça, ce n'est pas spécifiquement anglais. Beaucoup de gens se sont ralliés au nazisme ou l'ont pris pour un mal relatif à cause de l'anticommunisme. Ça, c'est certain. Mais il y avait aussi, chez notamment toute la frange travailliste anglaise, une fascination pour sa politique sociale. Vous avez un type très peu connu en France, qui était un des grands leaders du parti travailliste, qui s'appelait George Johnsbury. George Johnsbury, qui avait soutenu les suffragettes, le droit de vote des femmes avant 1914, qui était très en avance, très progressiste, dirait-on maintenant. Il va à Berchtesgaden en 1936, un petit peu avant Lloyd George, le célèbre Premier ministre anglais de 1918, dont je parlais tout à l'heure. Et quand il revient, il explique qu'il a vu des réalisations stupéfiantes et que c'est un exemple à suivre pour la politique sociale anglaise. Oswald Mosley, qui crée le parti fasciste britannique, a échoué à quelques voix d'emporter la présidence du Parti travailliste en 1931. Il a été ministre du travail de MacDonald. C'est pas quelqu'un qui était nourri des idées nazies. Il est devenu après, grâce notamment ou à cause de sa femme, qui, elle, avait réellement un tropisme hitlérien, et il est devenu même sur le tard antisémite, mais il n'était pas au départ. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'au-delà de l'affaire Édouard VIII, qui est resté dans toute la chronique People, etc., il y a une face immergée de l'iceberg qui est beaucoup plus importante et qui touche à peu près toutes les classes de la société et tous les secteurs de la politique. Arthur de Vatrigan. Et dans tous les secteurs, vous parlez également de la presse. Bien sûr. Des patrons de presse, dont je ne sais plus lequel, a un portrait d'Hitler. Lord Harmsworth, absolument. Donc vous avez la Banque d'Angleterre, l'argent et la presse pour diffuser les idées. Absolument. Et quel est le degré d'adhésion à l'idéologie Ça va extrêmement loin. Ça va extrêmement loin. Alors, eux le font par anticommunisme, mais vous avez des journalistes anglais, du Daily Mirror, du Daily Mail, qui appartiennent aux mêmes, à la même famille, qui vont même être correspondants permanents en Allemagne et qui vont être des agents de renseignement d'Hitler, notamment pendant les campagnes électorales de 1933. Ça va extrêmement loin. Et puis, il y a aussi une stratégie d'influence. C'est-à-dire que Hitler envoie en Grande-Bretagne des membres de l'aristocratie
il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui lui sont favorables, notamment une dame qui s'appelle la princesse de Hohenlohe, qui s'installe à Mayfair, dans le quartier sud de Londres, et qui va être un agent d'influence tout à fait extraordinaire, au même titre que Wallis Simpson, qui était, tout de suite avant de rencontrer le futur Édouard VIII, qui était la maîtresse de Ribbentrop, qui, rappelons-le, lui-même, avant d'être ministre des Affaires étrangères d'Hitler, était ambassadeur de Grande-Bretagne, d'Allemagne en Grande-Bretagne. Donc tout ça forme un bouillon de culture assez actif. Mais il faut tout de même ne pas confondre ceux qu'on a appelés les apiseurs, qui voulaient gagner du temps, etc. Car il y avait des gens comme les Munichois en France, il y avait des Munichois honnêtes qui disaient on va gagner du temps, on pourra se réarmer pendant ce temps-là. Et puis les gens qui étaient vraiment acquis, non seulement à un partage des rôles qu'on a évoqués tout à l'heure, mais à partir de 1940, à une paix séparée. Et cette paix séparée, c'était la mort de la France. Et ça, en tant que Français, on ne rendra jamais suffisamment hommage à Churchill. Et on arrive justement à la France, à travers ça. Vous évoquez peut-être un peu sévèrement, peut-être pas, vous me direz, le rôle des élites françaises dans tout ça, qui finalement voient ce jeu devant eux, voient s'écrire l'histoire où elles sont presque sacrifiées, la France est sacrifiée, et globalement ne font pas grand-chose. Comment expliquer cette relative, je dirais pas impuissance ni indifférence, mais ce manque de volonté ou de réaction, de réactivité chez les élites françaises devant le mouvement que vous décrivez? Je ne l'explique pas autrement que par ce conformisme anglo-saxon dont je parlais. Ça remonte au XVIIIe siècle, là, la fascination de l'Angleterre en France, et le fait qu'il faut les suivre parce que, après tout, ils sont les leaders. Et ça, c'est très important. Même chez un homme comme Paul Reynaud, qui était pourtant pour la résistance à outrance à Hitler, qui a soutenu les idées de Gaulle sur le corps mécanisé, etc., qui a eu un rôle positif dans les années 30, mais dès que les Anglais levaient le petit doigt, Paul Reynaud se couchait. Et ne parlons pas de Daladier, qui était son adversaire et qui, lui, a été pire que ça, puisque à Munich, au moment des négociations, il savait parfaitement, car c'était quelqu'un d'intelligent, on le sait en lisant son journal, il savait parfaitement qu'il allait dans le mur. Quand Daladier revient de Munich et qu'il voit la foule qui est sur le terrain du Bourget, le pilote lui dit « on atterrit », il dit « oui », et il pensait qu'on allait le lyncher. Et quand il s'est aperçu que c'était pour l'acclamer, il a dit « il est con ». S'il savait ce que j'ai fait. Alors, je me permets de tirer, vous me direz si je me trompe, quelques leçons de psychologie politique pour notre temps dans votre livre. Donc, c'est un livre d'histoire, c'est pas un livre militant d'aucune manière, mais la psychologie, le tropisme anglo-saxon des élites françaises, vous pouvez déjà le repérer dans votre livre sur l'ami américain. Oui. On le voit ici. Est-ce qu'on peut dire que ça demeure encore aujourd'hui, 2023? Est-ce qu'une partie des élites françaises demeure fondamentalement alignée mentalement sur l'univers anglo-saxon? En tout cas, sur l'univers américain maintenant, parce que je pense que les Américains ont pris le relais de ce que pouvait être l'influence Londres est passé à Washington. Anglaise dans ces années-là. Mais bien sûr, bien sûr. Et est-ce que on voit les conséquences politiques, donc un manque de lucidité politique à l'époque devant le défi, ce qui conduira à la Deuxième Guerre mondiale, les conséquences politiques de cet aveuglement anglo-saxon, aujourd'hui aveuglement américain, dis-je, qu'est-ce que ça peut être pour la France? C'est une espèce de fuite en avant dans une logique qui n'est pas fondamentalement la logique ni européenne ni française. Le refus d'avoir sa propre politique étrangère, le refus d'avoir sa propre politique... D'une certaine manière, on peut dire que De Gaulle était peut-être le dernier, parce que vous avez une fidélité gaulliste qui traverse vos livres. Est-ce qu'on pourrait dire que De Gaulle était le dernier à vouloir maintenir une politique française? Je pense que ça a été une parenthèse glorieuse, mais une parenthèse. Donc De Gaulle n'est pas le point d'aboutissement d'une résistance française, une parenthèse dans l'histoire récente de la France? Je crains que ça soit ça. Et il nous reste 20 secondes, je vais faire une dernière question sur le livre. Est-ce que les Anglais, fondamentalement, est-ce qu'au lendemain de la guerre, ils sont purgés véritablement par Churchill de cette tentation nazie? Ou est-ce que d'une certaine manière, ils n'ont pas fait le travail de lucidité sur eux-mêmes? Ah, si, ils l'ont fait. Je pense vraiment que les Anglais l'ont compris. Ils ont compris ce qu'ils les ont tentés et ils s'en sont purgés. Je pense. D'ailleurs, les Anglais ont été extrêmement prudents vis-à-vis des Américains après la guerre. Il y avait évidemment cette relation spéciale qui n'a jamais cessé, mais n'oubliez pas que lorsque les Américains imposent la CED, essaient d'imposer la CED, Communauté européenne de défense, sous commandement de l'OTAN à la France, les Anglais disent « c'est très bien pour vous, mais nous, on n'y rentre pas ». Merci beaucoup, Éric Branca. Merci, Mathieu Bock-Côté. Merci également, Arthur de Vatrigan. Je rappelle la couverture de l'Incorrect, mercredi. Michel Houellebecq, très bien habillé d'ailleurs.
Il réplique avec évidemment plein d'informations. Je rappelle votre ouvrage, Monsieur Branca, puisque c'est L'Aigle et le Léopard. Merci à tous. Dans un instant, c'est Soir Info avec Olivier de Carenfleck. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr.